Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, quel bonheur ce matin de recevoir via, bien sûr, Zoom, Michel Fitoussi avec La famille de Pantin qui est paru chez Stock. Bonjour Michel. Bien. Michel, c'est toujours un bonheur de vous recevoir à l'antenne, de vous donner l'antenne et surtout de voir cette belle mer bleue derrière. Bien sûr, ça n'est plus un secret. Vous êtes à Boudin-Ouas, vous êtes à la Marsa, vous Et à baignez dans les l'origine, flots méditerranéens. j'avoue. Et pourtant, comme disait et l'écrivait Albert Memmi, on n'en a jamais fini avec son pays natal. Et là, le titre de votre livre, La famille de Pantin, nous ramène à la veille des fêtes de Rosh Hashanah, quand la famille va se recueillir. Mais pour vous, dans la famille, c'est un moment de retrouvailles. Et je crois que avec vous, je peux dire merci, tante Pim, Pim de Pim Pam Poum. Alors, Michel, c'est à vous de parler de la famille de Pantin. Alors, ce titre, effectivement, paraît un peu curieux quand on écrit un livre sur ses racines et sur sa famille née en Tunisie, de sa famille juive de Tunisie. En réalité, j'ai commencé à écrire ce livre et ce titre me trottait dans la tête parce que, effectivement, avant les fêtes de Rosh Hashanah, on se réunit tous au cimetière de Pantin où est enterrée une partie de ma famille, mon grand-père Albert, ma grand-mère Sarah, ma mère, mon oncle et ma tante maternelle. Et ma tante Pim, que nous avons surtout surnommée Pim dans la famille, enfin les enfants en tout cas, nous envoie un petit mot sur le WhatsApp familial pour nous dire il est temps de rendre visite à la famille de Pantin. Donc cette famille qui est enterrée à Pantin, nos morts, mais c'est toujours notre famille. Et j'ai toujours trouvé cette phrase, ce mot, cette expression absolument géniale. Et ça m'a toujours fait beaucoup rire. Et pour continuer dans l'histoire de la rigolade, puisque on sait, on pense, même si c'est pas toujours vrai, que les Juifs de Tunisie sont avant tout des rigolos insouciants. En tout cas, en l'occurrence, à Pantin, ça en prend le chemin, puisque c'est toujours une histoire très compliquée où on ne trouve pas les tombes, où on se perd, on s'énerve, on rigole, chacun donne son avis. Ça devient très loufoque. Et en même temps, c'est assez grave, puisqu'on se recueille, se demande, voilà, et qu'on pense à nos morts ce jour-là. Et puis, moi, quand je suis dans ce cimetière, mon esprit vagabonde et je me demande qui sont tous ces morts, tous ces gens que le destin a fait enterrer à Pantin, tous ces juifs. Voilà, c'est des exils, c'est des départs, c'est des valises. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, mais il faut que j'écrive cette histoire qu'on a appelée Exode, mais c'est une histoire d'exil. Et c'est une histoire d'exil qui a toujours été prise un petit peu par-dessus la jambe. On a beaucoup parlé des Juifs de l'Est, bien sûr, et c'est normal avec la Shoah. Les Juifs d'Algérie ont eu beaucoup d'histoires dont on a parlé, de littérature aussi beaucoup, parce qu'il y a eu la guerre, et puis il y a le cinéma, etc. Les Juifs du Maroc, c'est encore autre chose. Mais les Juifs de Tunisie, voilà, on était là, voilà, et c'est des rigolos, c'est la vérité si je mens, c'est Boujna. Tout ça, j'adore, hein, et c'est tout à fait juste, et ce folklore est très amusant, mais c'est pas suffisant. Et je voulais raconter, je ne suis pas la seule, hein, Mémie l'a fait merveilleusement bien, Colette Felous l'a fait merveilleusement bien pour ne citer que ces deux très grands écrivains. Mais j'ai eu envie à mon tour de me frotter si vous voulez, au croisement de la littérature et de la grande histoire pour raconter les miens. Et alors, c'est toujours très agréable d'avoir une piqûre de rappel parce que vous rappelez également tout le cheminement historique, l'arrivée des Juifs en Tunisie. Vous faites une piqûre de rappel pour la communauté juive de Djerba. Vous rappelez combien il y avait de Juifs en Tunisie et combien il en reste aujourd'hui. Vous décrivez tout à fait l'atmosphère également à la belle époque, l'époque que nous avons connue et que vous avez connue, parce que il y a des pages qui sont extraordinaires sur votre enfance, la plage, Albert, votre grand-mère. Inévitablement, quand vous parlez d'Albert, votre grand-père, moi je le vois je l'imagine avec dans son magasin, sa mercerie,
vous rappelez qu'il a été quand même amputé d'une jambe et on le voit, on l'imagine tout à fait avec son porte-jambe qui était matelassé. Quelque part, je le vois déambuler rue Charles de Gaulle. Alors, il était effectivement, il avait cette mercerie à Tunis, les Dames de France, en face du marché central. Tout à fait. Il est pour moi, c'est ma Madeleine. Moi, je suis partie de Tunisie quand j'avais 5 ans. Et pour moi, c'est ma Madeleine parce qu'il y avait la brûlerie de café en face, ça sentait le café grillé, il y avait le marché, il y avait les odeurs. Et mon grand-père, Papy Albert, était une personnalité extraordinaire dans Tunis. Moi, je l'ai connu surtout moi, par les légendes qui couraient à son sujet, par les histoires. C'était un farceur, il faisait beaucoup de blagues, il adorait ça. Et puis, c'était un type merveilleux. Donc, effectivement, j'avais envie aussi de raconter cette famille-là, cette famille, pas seulement mon grand-père et ma grand-mère Sarah, qui était aussi une femme incroyable, mais dans sa naïveté, dans sa gentillesse, dans son côté de mère juive tunisienne, mais mère poule, tendre, drôle, un peu naïve, mais elle faisait un peu exprès. Et puis mes arrière-grands-parents, et tout ça au travers de l'histoire, en fait, de leur histoire, de l'histoire d'avant-guerre, de l'histoire d'après-guerre. Mais j'ai essayé de remonter même assez loin, puisque je suis allée sur un site de généalogie et j'ai retrouvé que ma famille habitait la rue El Gariani dans la Hara, maintenant qui est devenue la Rafsia, aux alentours du XVIIIe siècle, peut-être même avant. Avant, il n'y a pas d'archives en Tunisie, de toute façon, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis En tout remontée cas, jusque-là. c'est avec beaucoup de bonheur que je fais un petit coucou à notre ami Emmanuel Fitoussi. Absolument, parce que Emmanuel, que j'ai revu récemment à Tel Aviv, avec qui j'ai un bonheur absolu de discuter de toute l'histoire des Juifs de Tunisie, m'a beaucoup aidé. Et je l'ai rencontré par hasard sur ce site, par la grâce des algorithmes. Et bien sûr, on est de la même famille, mais pas du côté Fitoussi, du côté d'Anna. Et donc, Du c'est côté d'Anna, grâce en à... fait, du côté de sa Voilà, c'est ça. grand-mère. Et Ouais, c'est alors, ça, du pour en côté de... revenir à Pantin, vous écrivez quelque chose qui est très émouvant. Vous dites, à Pantin, les morts de ma famille ne connaissaient pas grand monde. Les nôtres se contentaient d'inconnus pour voisins, si l'on accepte Emmanuel Lévinas, Renette Loranaise ou le patron du restaurant chez Bébert. Et vous allez jusqu'à dire, ce qui aurait pu être sinistre devenait joyeux comme nos fêtes. Ne manquaient que les you-you. Oui, tout à Je fait, trouve ça parce que... très touchant parce qu'il n'y a pas de pathos. Non, mais je ne voulais pas du tout de pathos dans ce livre. Absolument pas. D'abord, c'était pas le lieu. En plus, je parle de la nostalgie. Et pour moi, la nostalgie, la mienne en tout cas, celle que j'éprouve, que j'ai toujours éprouvée parce que j'étais trop jeune pour comprendre les enjeux de cet exil, c'est toujours été une nostalgie joyeuse, une nostalgie aussi littéraire, une nostalgie mêlée de fantasmes de cette vie qui avait été et que je n'ai pas connue. Mais c'est une nostalgie que j'éprouve très, très souvent quand je visite des villes où les Juifs ont été et ne sont plus. C'est une nostalgie que j'éprouve dans la littérature, c'est une nostalgie que j'éprouve au cinéma quand j'aurais aimé être là, mais que je n'y étais pas. Et Tunis, finalement, fait partie de ce monde, de ces mondes que je ne connaîtrais pas. Mais ce monde qu'on vous a quand même inoculé parce que vous passiez les étés chez les grands-parents, Quand j'étais à la enfant, plage. à la plage Donc, jusqu'à ce que mes voilà. grands-parents arrivent à... Et puis bien après, vous y êtes retourné avec votre maman. J'y suis retournée beaucoup de fois. J'y suis retournée beaucoup de fois. Et finalement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai essayé de compter les fois où j'y suis retournée. J'ai pas tout énuméré dans le livre parce que c'était fastidieux. Plus de 30, Mais hein? oui, voilà, c'est ça. Mais j'y suis retournée beaucoup. J'y suis retournée beaucoup, effectivement. Et à chaque fois, pour des raisons différentes, j'y suis retournée en vacances avec ma mère. J'y suis retournée en reportage pour le magazine Elle euh, 2 fois. J'y suis retournée en visite officielle avec le président Macron en 2017. J'y suis retournée. Vraiment, je ne compte pas les moments où j'y suis retournée. Et avec chaque fois, cette espèce de trouble, de gêne qui fait que oui, j'appartiens à ce pays, mais je n'y suis pas. Je ne parle pas la langue, je ne parle pas l'arabe, je ne le comprends pas. J'ai envie de dire aux gens, mais je suis née là, et puis ça intéresse personne, parce qu'il n'y a plus de traces des Juifs. En tout cas, il n'y a plus de traces de leur présence, il y a des traces de leur absence. Donc,
c'est toujours compliqué pour moi d'arriver en Tunisie parce que oui, c'est mon pays, mais non, ce n'est pas mon pays. Et d'ailleurs, vous écrivez, vous étiez troublé d'entendre votre mère parler arabe et quelque part, vous l'enviez un petit peu parce que cette dimension-là vous manquait. Et Dimension de vous auriez aimé l'avoir acquise. Cette dimension-là, je ne l'avais pas et j'admirais son aisance, cette façon qu'elle avait de se mouvoir dans ce pays qui était le sien parce qu'elle en est partie à l'âge de 25 ans ou de 30 ans, je crois, mais qui n'était pas le mien. Et voilà, c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas, qui lui appartenait, qui appartenait à mon père, qui appartenait encore plus à mes grands-parents. Et tout ça, je n'arrivais pas à recoller les morceaux, si vous voulez. Je constatais, ça m'intéressait, mais j'étais pas dans cette histoire-là. Je l'ai été beaucoup, beaucoup plus tard. Peut-on dire que le lien, ça a été je suis née française? Le lien, ça a été en fait que ça fait, quand on me demande combien de temps j'ai mis à écrire ce livre, moi je réponds 3 ans et 30 ans. 3 ans parce qu'effectivement c'est le temps qu'il m'a fallu pour écrire La famille de Pantin. 30 ans parce que j'avais déjà écrit un livre précédemment, qui est un roman qui s'appelait Le Marchand de Jasmin, avant La Villa Jasmin de Serge Moiti. Et que je sortais de très gros succès en librairie. Et mon éditeur n'a pas aimé ce livre et j'avais fait beaucoup de recherches sur la Tunisie, bon. À l'époque, c'était les années 80, avant les années 90, il n'y avait pas encore toute cette richesse d'archives, d'historiographie. Hier, j'ai passé 2 heures avec Claude Nataf, le président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Et c'est vrai avant 90, on va dire, avant le livre de Paul Sebag, avant toute cette recherche, il y avait très peu de choses. Et j'avais très peu de choses et en plus, j'avais tout oublié. Donc, j'ai repris mes notes, il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu que je reparte à zéro et c'était vraiment très bien. Donc, si vous voulez, en repartant à zéro, je me suis posé la question, c'était quoi mon identité? Parce que j'avais à cœur aussi de mettre à plat, si vous voulez, de déconstruire, comme on dit aujourd'hui, les différents éléments de mon identité française, la France, puisque je suis née française en Tunisie, de parents français, de grands-parents qui ont tout de suite demandé la naturalisation française dès qu'ils l'ont pu. Le décret Morino qui le permettait est paru a été promulgué en 1923 et mon grand-père paternel l'a demandé même un petit peu avant, il a eu une dérogation, mon grand-père paternel en 1920, maternel en 1928. Donc, nous avons été de ces juifs émancipés par la France, déjudaïsés par l'école publique et même avant par l'école de l'Alliance israélite. Et nous avons été de ces juifs qui ont tout naturellement, de ces juifs de Tunisie, suivi le chemin de la France et se sont sentis tout de suite français. Et il n'y avait plus, bien sûr, nous étions de culture arabe, mais progressivement, la culture arabe s'est effacée au profit de la culture française. Et donc, j'étais française et donc j'étais française en arrivant en France. Et donc, j'aurais pu casser la figure à n'importe qui me disant, tu es tunisienne parce que tu es née en Tunisie. Oui, j'étais née en Tunisie, mais c'était un accident de l'histoire pour moi. En réalité, c'était la France qui m'appelait et qui m'ouvrait ses bras. Et là, vous arrivez en France, vous racontez le lycée, les copines de classe, les goûters et autres. Vous vous mariez avec, comme vous le dites, un vrai Français de France, très bien accueilli par votre famille, et lui-même a très bien accueilli votre famille. Bien sûr, non, non, ça a été un vrai mariage d'amour. Nous avons eu 2 enfants et voilà, et on s'est séparés par la suite, mais il n'y a pas, enfin, si vous voulez, moi C'est touchant j'ai pas eu. d'ailleurs quand vous racontez comment il s'amusait quand votre mère dînait chez vous et rentrait en taxi et vous téléphonez. C'est d'autant plus touchant que je m'aperçois que je fais pareil, que ma mère faisait pareil et que vous maintenant, plus tard dans le roman, vous faites idem. Sûr, c'est-à-dire qu'on téléphone pas on Mais bien téléphone bien sûr sûr, pour savoir comment on va, mais on téléphone aussi pour dire je suis bien rentrée, pour tous les événements de la vie, ne t'inquiète pas. Donc c'est cette espèce de peur toujours un peu latente, il t'est rien arrivé, etc. Et oui, et mon mari s'en amusait beaucoup parce que c'était pas du tout dans sa dans culture.
oui, dans sa culture. Mais ça le touchait beaucoup et il était très présent à nos fêtes et il comprenait pas pourquoi on était un peu de ces juifs 2 fois par an avec un vrai folklore et on expédiait les prières de Pessah parce qu'on avait faim, etc. Donc, il disait, mais non, mais vous devez suivre. Mais bon, c'était, vous savez, dans ma famille, mais comme dans celle de beaucoup de juifs de Tunisie, je pense, à l'époque, la table était ouverte et on accueillait tout le monde. J'ai un de mes cousins qui s'est marié 4 fois, une fois avec une Brésilienne, une fois avec les gens étaient là, venaient, passaient, ils étaient là, bienvenus, et il n'y avait aucun problème, et c'est toujours le cas, c'est toujours le cas aujourd'hui, même si mes cousins sont devenus plus religieux, plus pratiquants que nous ne l'étions. Mais c'est toujours cette espèce d'hospitalité, mais que j'ai retrouvée dans beaucoup de familles Tout à tunisiennes, fait, enfin juives de tout à fait. Tunisie. Et je n'oublie pas ce qu'écrivait un de vos amis journalistes. Tu étais négationniste dans une En partie, et là, réalité, vraiment, dans alors une partie de votre vie, on voit très bien, et vous avez la grande sincérité d'expliquer pourquoi, d'accord? Et justement, le temps qui nous est imparti avance, mais j'ai comme l'impression qu'il y a deux parties. En fait, vous refaites, donc vous avez divorcé, vous refaites votre vie avec quelqu'un qui vous fait découvrir, qui vous rappelle vos racines juives et en même temps qui vous fait découvrir Israël. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a deux entités entières qui sont inséparables pour vous. Vous avez la Tunisie, vous avez Israël, et je crois que vous passez de l'un à l'autre avec beaucoup d'aisance. et la France au milieu, parce que je n'oublie pas la chance que j'ai eue de vivre en France. Et si vous voulez, oui, parce que moi, je crois que, alors, pour en parler d'identité, moi, je crois que l'identité est un chemin. Je crois que l'identité n'est pas fixe. L'origine est fixe, mais l'identité est un chemin. Et cette identité-là, ça m'a fait cheminer de la Tunisie à la France, en passant par Israël, mais j'ai empilé les strates. Mes enfants sont, leur père est chrétien et catholique et français. Mon petit-fils est Dont le père espagnol à est moitié espagnol, je crois. basque et espagnol. Et je trouve que c'est une richesse. Je trouve que on ne renie rien. Je ne renie rien. Je suis au contraire riche de tout ça et de beaucoup de choses encore. La Méditerranée, parce que c'est mon berceau, c'est ma matrice et que je me sens à l'aise partout en Méditerranée. L'Espagne, parce que j'ai des liens très forts avec l'Espagne, puisque mes 2 enfants ont épousé des Espagnols. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que tout ça, je l'empile, et je n'oublie rien, et je ne renie rien, et je suis fidèle à tout. Et à tout ce En qui fait, vous s'ajoute, et accumulez à les tout strates. cumule les strates, voilà, exactement. Et ça, c'est important, je trouve, et c'est ce que j'aimerais, dans ce livre, enfin, il est dédié à mon petit-fils Abel, qui va avoir 2 ans, et c'est ce que j'aimerais lui transmettre, cette richesse qu'on a en nous, et qui fait qu'on ne doit rien renier, mais au contraire, tout prendre avec bonheur. Et puis, vous savez, on est des êtres multiples, à multifacettes, et chaque fois qu'on est quelque part dans un lieu, temps, espace, on est cette personne. Et puis on sera cette personne, une autre personne après, mais on n'oublie pas ce qu'on trimballe avec nous et ce qui est souvent très riche. Alors, j'étais étonnée de voir, de découvrir que vraiment, la cuisine tunisienne ne vous est absolument pas inconnue, y compris les métiers. Vous parlez du bulkeji, donc celui qui faisait les briques, le marchand de frigolo. On déambule dans les rues de Tunis et de Kérédine avec les odeurs des grillades, le complet poisson. Et vous êtes quand même dans une famille qui est très drôle, parce qu'il y a pas mal d'histoires très drôles. Ma famille est très drôle, on s'est tous transmis le sens de l'humour, on prend tout à la rigolade, on a une espèce de dérision permanente sur les choses. Voilà, ma tante Pim, par exemple, qui est incroyable, mon oncle Pape dont je parle, oncle Pat, mon oncle qu'on surnommait Patoche, et qui était un type très, très amusant, mon grand-père. Euh, et ça continue avec mes enfants qui ont un immense sens de l'humour. Voilà, mes cousins qui sont formidables. Donc, on a l'habitude de baigner dans un bain de dérision perpétuelle où tout est passé à la... Même les événements tragiques, hein, même quand on nous racontait la guerre et l'occupation, et mon grand-père pris comme otage par les Allemands, puisque les Allemands ont occupé la Tunisie, et ça, c'est un épisode un peu oublié de l'histoire. Même ça, on a pensé que c'était drôle. Ce n'était pas drôle du tout, mais voilà, c'est toujours raconté avec cette légèreté. Quant à la cuisine, oui, bien sûr, moi j'appartiens à une lignée de femmes qui ont toujours érigé la cuisine
vraiment comme la première des choses importantes. Bon, ma mère un peu moins, mais ma tante Pi, ma tante Jacques, ma grand-mère, c'était des cuisinières hors pair. Et voilà, il fallait toujours savoir qui étaient les meilleures boulettes, celle de Marlène, celle de mamie, celle de... Et je Voilà, suppose qu'on disait c'était... qu'à chacune que la sienne était les meilleures pour ne pas froisser les susceptibilités. Mais quand même, grand-mère Sarah avait les meilleures, confirmées grand-mère par le Sarah avait... grand-père Albert. Absolument, il a fallu beaucoup de temps quand même. Et bon nombre de petits bateaux en papier qui flottaient sur le bouillon du couscous que lui-même jugeait trop aqueux pour qu'elle s'améliore. Mais voilà, et moi quand je vois mon petit-fils qui a 2 ans, qui fait des boulettes avec sa pâte à modeler et qui dit c'est les boulettes, c'est les boulettes, c'est les boulettes, moi on rigole beaucoup parce qu'il y a une espèce de, voilà, de transmission amusante et bien sûr, voilà, on est Et tous on fans déambule dans les souks, souk Grana. voilà. Voilà, exactement. J'ai Pour vous emmené qui mes parlez enfants. d'Anna, être d'origine livournaise, on est en plein dedans. Alors, moi, malheureusement, je suis pas de l'origine livornaise. Je ne crois pas, en tout cas, même si ce tropisme espagnol me laisse à penser que peut-être. Je suis pas remontée assez loin. En revanche, je me suis vraiment passionnée pour l'histoire des Juifs de Livourne et pour cette arrivée en Tunisie à la fin du XVIIe siècle et pour cette première rencontre avec l'Europe des Juifs, des Touansa, des Juifs tunisiens de culture arabe, qui étaient alors complètement immergés dans la culture arabe. Et ce premier choc des cultures et cette confrontation et cette incompréhension jusqu'au schisme qu'on a retrouvé plus tard en Israël quand les Juifs d'Orient, les Mizrahi, enfin de tout l'Orient, de tout l'islam, sont arrivés. Il y en a eu 500 000 après les indépendances et que voilà, les Ashkénazes qui étaient et l'élite ashkénaze en Israël qui tenait le pays n'a pas compris d'où venaient ces indigènes, si vous voulez. Et l'épisode tunisien, l'épisode Livournais Grana contre Touansa préfigure cette histoire. C'est ce que m'avait expliqué un historien israélien que j'ai consulté en Israël, Yaron Sour, qui est spécialiste de l'histoire des Juifs du Maghreb et en particulier des Juifs de Tunisie. Et c'était vraiment une découverte pour moi extrêmement, extrêmement importante. En dehors du folklore et de ils sont rquiques, ils sont snobs, les Livournais, et ils sont arriérés, les Tunisiens, les Grana contre Touansa, il y a vraiment là quelque chose qui se joue de très important, c'est l'arrivée de l'Europe chez les Juifs de Tunisie et qui va les émanciper avant même le protectorat français, puisqu'ils vont être employés, ils vont être employés dans les ports, ils vont sortir de Tunisie, ils vont connaître d'autres horizons. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que pour moi, c'était très important de mêler la grande histoire et l'histoire de ma famille, parce que je voulais vraiment expliquer qui étaient ces Juifs de Tunisie, expliquer, leur rendre une dignité, montrer qu'ils étaient très hétérogènes, et expliquer au fond ce qui les a façonnés, ce qui les a formés. Et ça me paraissait fondamental. Peut-on dire qu'en Israël, vous retrouvez, quand vous voyagez, quand vous arrivez en Israël, le parfum dans lequel vous avez baigné et dans lequel vous aimez toujours baigner en Tunisie? Parce que c'est Alors, le parfum de l'Orient. c'est très curieux parce que je crois que finalement, au fond, Israël est le seul pays au monde où on retrouve, d'une certaine façon, pas seulement, mais Pas tout à fait, oui, d'une certaine façon, je vais c'est dire vrai. mitigée, le parfum des Juifs d'Orient. C'est-à-dire que dans le Tel Aviv, par exemple, on peut passer en 5 minutes du high-tech Tout à fait. du nord de Tel Aviv à l'orient de Yafo. Et ça, c'est vraiment très, très, très fascinant. Donc, c'est peut-être le seul pays au monde où on retrouve à la fois cette orientalité et cette judéité. Et ça, c'est vraiment très, très, très fascinant. Et c'est vraiment une des composantes pas la seule, hein, mais une des composantes que j'aime beaucoup en Israël, cet orientalisme. Et ça nous permet peut-être de moins souffrir de cette expression Yahatra. Alors, je crois que effectivement, si beaucoup de Français juifs euh, originaires de Tunisie ou du Tout le Maroc Maghreb, en euh, fait. aiment tellement Israël et ce que les Israéliens ne comprennent pas forcément, et ça c'est encore une clé, c'est de retrouver, de croire qu'ils vont retrouver leurs racines, mais de les retrouver d'une certaine façon. Et ce qui est très étonnant, et c'est que
pour moi, peut-être, est une des clés de la compréhension, de cette incompréhension, c'est que les Israéliens se sentent dans leur pays, c'est-à-dire dans le pays des Israéliens, et les Français du Maghreb qui arrivent se sentent dans le pays à la fois des Juifs, mais des Juifs d'Orient. Donc c'est très compliqué comment dirais-je, de faire coexister si on n'a pas les clés toutes ces histoires et tous ces voilà, donc c'est ce qui est moi c'est ce que j'ai aussi compris je l'avais un peu compris avant, mais en écrivant mon livre, que de toute façon les incompréhensions entre les peuples, c'est toujours des malentendus, et si on parlait un peu plus, ça serait quand même beaucoup plus facile. Merci Michel Fitoussi pour ce magnifique roman, qui est un roman Merci à vous. autobiographique, avec une trame autobiographique qui nous permet justement de découvrir cette famille aux multiples facettes, avec beaucoup de drôleries. L'oncle Pape qui sort son livre pour réciter le Kaddish à Pantin, les enfants qui comprennent pas tout, on traverse, ça allège cette ambiance qui est quand même assez lourde à Pantin. Merci Michel. Au revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis Merci. à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.